Bonjour à tous et bienvenue au Quartier Général. Je suis aujourd'hui en compagnie de Zachary Duchesne, Maxime Larouche et d'une icône du hockey, Jean-Sébastien Giguère. Bonjour. Bonjour, je viens de voir que ça dit Christine Giguère, ça c'est ma femme, évidemment, qui est sur mon Ouais. ordinateur. Donc, on va commencer par casser la glace. Qu'est-ce qui occupe ton temps en ce temps de déconfinement, confinement, présentement? Présentement, ce qui occupe mon temps, c'est mes enfants. J'ai trois enfants, trois garçons. Donc, c'est pas mal qu'est-ce qui m'occupe présentement. Vu qu'on fait l'école à la maison, j'ai pris en charge un de mes gars. Donc, ça prend un bon 2, 3 heures de ma journée. Et puis après ça, on essaie de faire des activités en famille. Donc, c'est sûr que le COVID, là, c'est quelque chose de triste pour tout le monde, mais en même temps, ça nous permet de passer beaucoup de temps avec nos enfants. Donc, ça, c'est une bonne chose. Pour nous mettre en contexte, est-ce que tu es au Québec en ce moment? Oui, oui, je suis au Québec. Je vis au Québec permanent. Je suis dans la région de Montréal. Là, puis, quand j'ai pris ma retraite, on a déménagé tout de suite au Québec. J'avais déjà une maison aussi dans la région de Montréal. Donc, je suis content d'être ici. OK. Puis tes enfants, ça joue-tu au hockey ou ça suit-tu les traces de papa? Euh, j'ai mon plus vieux qui a 13 ans. Lui, il est gardien de but. Oh. Donc, il suit un petit peu mes traces. J'ai mon autre gars qui a 11 ans. Lui, c'est un petit joueur de basketball. OK. Et mon plus jeune qui a 8 ans, lui, il joue au hockey de première année novice. Donc, on est pas mal occupés l'hiver. Là, je coach les trois. Même celui au basketball, que je connais rien du tout, à peine si je connais les règlements. Je suis entraîneur aussi de son équipe parce que j'aime ça passer du temps avec eux. Puis tant qu'ils sont jeunes puis que j'ai le temps de le faire, là, ça fait plaisir de le faire. Tu as parlé des âges de tes enfants, ça veut dire que tu étais encore dans le hockey au moment où ils sont venus au monde. Tu étais notamment le premier, tu étais encore à Anaheim, après ça, tu étais à Toronto, Colorado. Est-ce qu'ils suivaient ou ils sont restés au Québec avec maman? Comment ça se passait à ce niveau-là? Non, les enfants ils suivent, la famille suit. Mes deux, mes deux plus vieux sont venus au monde en Californie, puis mon plus jeune est venu au monde au Colorado. Okay. Puis c'est un petit peu qu'est-ce que j'aimais le moins à la fin quand que je jouais, c'est vraiment les voyages. Je manquais beaucoup de temps avec ma famille, être loin des enfants. Donc, je trouvais ça difficile un petit peu. Puis, mais par contre, là, quand on déménageait, quand je me faisais échanger ou quoi que ce soit, on pactait nos choses, on emmenait tout, on aménageait comme il faut dans une maison. Donc, ça te prend une femme qui est forte, qui est faite forte pour ça, parce que c'est pas facile de suivre un athlète comme ça. Puis on est souvent parti durant la saison. Donc, ma femme, elle a été superbe pour ça aussi. Est-ce que, là, on a parlé un petit peu du moment où tu as pris ta retraite, c'est ça qui était difficile un peu avec les enfants, de peut-être pas passer beaucoup de temps avec eux. Est-ce que tu penses que ça t'a beaucoup aidé à prendre ta retraite? Parce que les anciens joueurs, on les entend souvent parler que c'est difficile de passer d'une chambre de hockey avec l'esprit de camaraderie à du jour au lendemain te retrouver à rien faire. Est-ce que ta famille t'a beaucoup aidé à travers ça? J'imagine que oui. Ma famille m'a beaucoup aidé à travers ça. Puis, c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de joueurs de hockey qui prennent leur retraite, mais ils ne sont pas prêts à ça encore, mentalement. Ils sont peut-être financièrement, ils sont corrects, mais ils veulent encore jouer une couple d'années, mais il n'y a pas d'équipe qui veut les signer. Il y a pas ils n'ont pas de contrat, d'offre de contrat de nulle part. Donc, ça, c'est difficile pour eux. Moi, j'ai pris ma retraite, j'ai été chanceux. J'ai décidé de l'année, je voulais prendre ma retraite. J'ai joué mon dernier match avec Colorado et on jouait à Anaheim. C'est le dernier match de la saison. Donc, c'était vraiment une belle façon pour moi de finir ma carrière. Ma femme était là avec mes enfants. C'est quelque chose qu'on a vraiment apprécié. Mais c'est très, 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 très rare un joueur de hockey qui est capable de prendre sa retraite quand il veut. Puis, je pense que ça m'a vraiment aidé de passer à autre chose. Je savais toute la saison que c'était ma dernière saison. Okay. Et j'ai vraiment apprécié aller dans des villes que j'aimais. Jouer à Montréal. Je me suis assuré que toute ma famille était là, mes frères et sœurs, des choses comme ça. Donc, pour moi, c'est important de vraiment apprécier chaque moment. Et puis, comme ça, quand tu prends ta retraite, tu ne te sens pas comme si tu as manqué quelque chose. Okay.
Mais c'est intéressant parce que tu dis que tu le savais tout au long de la saison, que c'était ta dernière saison, mais quand tu es arrivé à l'été, est-ce que tu y as quand même pensé à dire ouais, finalement, je pourrais en faire une autre? Non, non, parce que, tu sais, je disais tantôt, tu sais, être sur la route, m'ennuyer de mes enfants, tout ça, je trouvais ça dur. L'été aussi, je trouvais ça pas mal dur parce que l'entraînement, un joueur de hockey, l'été, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va jouer au golf puis qu'on ne fait pas grand-chose d'autre. L'entraînement, l'été, là, c'est vraiment extrêmement demandant. Quand tu es plus vieux un peu, je t'ai rendu à 37 ans. Il faut que tu suives les jeunes de 20 ans au gym. C'est pas facile. Il faut que tu sois capable de faire les mêmes sprints, les mêmes exercices qu'eux pour être capable de jouer contre eux autres sur la glace. Et il vient un moment donné que ton corps, il a de la misère à suivre. Et puis ces jeunes-là, souvent, ils retournent à la maison, ils prennent une sieste. C'est correct. Souvent, tu es fatigué. Tu es allé au gym pendant 3-4 heures, puis là, tu es brûlé. Mais moi, je revenais à la maison, puis là, j'ai pas l'opportunité de prendre une sieste. Il faut que je m'occupe de mes enfants. Fait que je trouvais les étés quand même assez difficiles. Ça faisait 2 ans que je passais à travers l'été de peine de misère. Puis là, j'étais content d'avoir un été où j'avais rien à faire. Je me suis pas entraîné de l'été. J'étais vraiment heureux de ça. Et là, tu me fais penser à ça. En fin de semaine, on a reçu Stéphane Robida. Puis, tu sais, lui nous disait qu'aussitôt qu'il a pris sa retraite, genre, il a tout slacké, qu'est-ce qui était entraînement, puis tout, puis il y a eu une prise de poids. Toi, est-ce que ça, tu l'as vécu, toi aussi, tu sais, de pouvoir manger un peu plus comme tu veux, puis plus de restrictions, puis tu l'as-tu vécu un peu, ça, toi aussi? Non, j'ai vu Stéphane après peut-être 1 an qu'il se retraite, puis effectivement, mais là, je pense qu'il va mieux. Là. Mais Ouais. moi, non, j'ai été chanceux, mais j'ai pris l'été, un break de l'été. Mais je suis un gars qui aime ça aussi s'entraîner. Donc, j'ai retourné au gym, là, rendu quand les enfants ont recommencé l'école. J'ai commencé à prendre une petite routine pour moi. Puis, je m'entraîne encore avec le même entraîneur, Stéphane Dubé, mon entraîneur que j'avais quand que je jouais. Puis, encore aujourd'hui, je m'entraîne avec 3-4 fois semaine. Je jouais au hockey aussi, tu sais, en avant. Au lieu de jouer dans les filets, je jouais en avant pour du cardio. Donc, ça m'a gardé quand même en shape. Puis, c'est ça. Moi, j'aime pas ça. Là, présentement, ça fait 2 mois que j'ai pas été au gym. Je me suis fait mal au dos. Puis là, je commence à vraiment être irrité. Là. Je me regarde dans le miroir, j'aime pas ça. Les gars, qu'est-ce que vous dites si on va retourner au début, on va prendre le profil Hockey DB, puis on va retourner au début de la carrière de Jean-Sébastien. On va commencer ça dans la LHJMQ avec Collège français de Verdun. Ton repêchage dans la LHJMQ, comment tu l'as vécu? Tu as été repêché la même année justement que Robida, qu'on a eu au podcast il y a une couple de jours. Comment toi, tu l'as vécu, ce repêchage LHJMQ-là? Ça a été une belle expérience. De pouvoir se faire repêcher en première ronde, c'est quelque chose de spécial pour un jeune. Et j'étais allé à Verdun, c'était quelque chose de bien pour moi parce que c'était pas loin de la maison. Donc, j'étais un gars de Blainville, fait que je pouvais venir voir ma famille régulièrement. Malgré que, à 16 ans, c'est pas toujours facile de partir de la maison. Donc, ça avait bien été. C'était une belle première saison pour moi. J'ai appris Derouville, le gardien de but, qui était le numéro 1, un vétéran. Donc, j'ai appris beaucoup de lui. J'ai travaillé avec Benoît Allaire aussi, l'entraîneur de gardien de but. Donc, ça a été une belle façon de se tremper les pieds dans le junior majeur. Et c'est sûr que quand tu as 15-16 ans puis tu te fais repêcher, là, c'est comme le plus gros moment de ta vie le rendu là, mais c'était quelque chose de spécial. On se demandait tantôt, avant de commencer à enregistrer, avant que tu arrives, ton passage à Halifax, c'est comment? Est-ce que c'était un repêchage d'Halifax que là, Verdun avait à protéger des joueurs et tu as été repêché ou c'était une transaction qui t'avait amené à Halifax? Non, la façon qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le Collège français de Verdun a fermé les portes. Okay. Donc, la Ligue junior majeure du Québec a acheté l'équipe et en fait, ils ont acheté les joueurs. Okay. Et ensuite, ils ont vendu les joueurs à toutes les concessions. Puis, les Moussets, c'était leur première saison. Et puis, il était venu me voir Clément Jodoin et Sean McKenzie, qui était l'assistant entraîneur, Clément Jodoin, qui était le gérant, puis l'entraîneur-chef, sont venus me voir au Collège français. Puis, ils m'ont rencontré, ils m'ont demandé si j'étais intéressé d'aller jouer là-bas. Puis moi, pour moi, ça a été vraiment une belle opportunité parce que je parlais pas anglais dans ce temps-là. Donc, pour moi, d'aller vivre dans un endroit où c'est anglophone, de pouvoir, parce que mon but dans ma vie, c'était de jouer au hockey, évidemment, puis
Je trouvais là, que je commençais à faire des camps d'entraînement avec l'équipe Canada, des choses comme ça. Mais le fait que je ne parlais pas anglais, ça me mettait un petit peu le bâton dans des roues. Donc, pour moi, je trouvais que c'est une belle opportunité. Puis, il se trouve que, c'est une petite anecdote, j'ai été le premier joueur de l'histoire de la franchise des Mooseheads parce qu'ils ont fait le repêchage-là la veille du repêchage d'expansion. Donc, moi, j'étais leur premier joueur là, à vie. OK. Puis à Halifax, là, je m'excuse les gars, j'en pose des questions. En avez-vous, vous autres? Non, ben vas-y, puis on va y aller. On va se faire aller après. OK, good. À Halifax, tu as quand même été un joueur excessivement important, non seulement le premier, mais dans les années après, tu es devenu un joueur culte de cette concession-là, de la LHJMQ. Comme j'ai dit, j'ai ton profil HockeyDB et Elite Prospect d'en face en ce moment. Tu as joué 47 matchs, 55 matchs. Après ça, tu as joué à Hartford, puis tu es retourné dans la LHJMQ pour une dernière année. Dans tes 3 années à Halifax, ça serait quoi ton plus beau moment, ton moment le plus marquant? Pour moi, les 3 années, je pense que c'était. J'ai eu plusieurs beaux moments à Halifax. Notre première saison, on a eu comme une saison un peu de rêve. On ne pensait pas avoir une équipe très, très bonne. Et puis, ça a donné qu'ils ont pris plusieurs joueurs de la région de la Nouvelle-Écosse que personne ne connaissait au Québec. C'est des gars que. On l'a perdu. Qui jouaient dans des ligues juniors. C'est étant donné que les Mooseheads sont devenus vraiment populaires dans la ville. Ça a été comme au début, les gens n'étaient pas certains que ça allait fonctionner. Et puis finalement, à la fin, on a joué contre les Remparts. C'était pas les Remparts, c'était les Harfans de Beauport en série, en première ronde. Et puis c'était l'équipe numéro 1, je crois, au Canada, les Harfans. Et on les a emmenés jusqu'au match numéro 7 en première ronde. Et je me souviendrai toujours là, pour le match numéro 6 à Halifax, il y avait 10 000 personnes dans l'aréna. Et c'était vraiment là, quelque chose d'exceptionnel. Puis on est parti de vraiment quelque chose que beaucoup de gens doutaient que ça allait marcher. À avoir 10 000 personnes dans l'aréna en série. Et à partir de là, les Mooseheads, c'était où c'est encore aujourd'hui la franchise la plus grosse au Canada. Donc, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Puis avec les Mooseheads, ton chandail a été retiré dans les dernières années, right? Mon chandail a été retiré à l'âge de 20 ans, je crois. OK, ouais. Quand je suis parti de là, ils ont retiré mon chandail. Donc, c'était quelque chose de spécial, vraiment une journée spéciale de pouvoir vivre ça. Mais surtout que d'habitude, c'est vraiment plusieurs années après que ça se passe, le retrait de chandail. Est-ce que dans le temps, c'était plus coutume de faire ça immédiatement ou tu étais un peu une exception? C'est peut-être un peu une exception, je dirais. Je pense que tu as raison. Normalement, ils attendent un petit peu plus longtemps. Mais je pense qu'ils voulaient essayer de bâtir quelque chose à Halifax, essayer de bâtir une petite histoire à l'équipe. Okay. Et c'est comme ça que tu bâtis l'intérêt des partisans aussi. Et je pense que c'est 25 ans plus tard, tu vois qu'ils ont encore beaucoup de succès. Donc, c'est quelque chose, c'est pas nécessairement grâce à moi, mais tranquillement, pas vite, tu bâtis des noms que les gens vont reconnaître. Et ensuite, là, il y a Alex Tanguay qui est là, il y a Jody Shelley qui est là. Donc, je suis en bonne compagnie présentement à l'Arena là-bas. Okay. Et si je ne me trompe pas, je pense que tu as été le premier joueur que son chandail a été retiré par les Mooseheads. Oui, j'étais le premier joueur et ensuite, je pense que le deuxième a été Jody Shelley. C'est tout qu'un honneur. Écoute, on joue jamais au hockey, honnêtement, pour faire retirer ton chandail, des choses comme ça. Je pense que on joue au hockey pour essayer de gagner en équipe, pour aller le plus loin possible en équipe. Mais après les faits, tu reçois des honneurs comme ça, mais c'est quand même c'est quelque chose de spécial. Parlons de ton repêchage dans la Ligue nationale. Tu as été un des chanceux repêchés par les Whalers de Hartford. Est-ce que tu étais présent sur place au moment de ce repêchage-là ou tu l'as appris par téléphone? Ou... Non, j'étais présent sur place. On avait été... j'étais avec la compagnie Jean Deck, qui était mon agent. Puis, dans ce temps-là, il venait nous chercher en limousine. On en a mes parents, tout ça. On allait à l'aéroport. C'est quelque chose de quand même spécial. C'est la première fois que ma mère prenait l'avion pour aller quelque part. Donc, elle était assise à côté de Marc Denis dans l'avion, puis elle a tenu la main tout le voyage. Mais elle ne connaissait pas. Donc, c'était drôle, mais elle était nerveuse de prendre l'avion. Mais ça a été une belle expérience, honnêtement. Et le draft était à Edmonton. Donc, c'était quelque chose de spécial. Là. Et encore une fois, j'ai été chanceux.
C'est comme faire repêcher en première ronde, c'est quand même le rêve de n'importe qui, là, de n'importe quel jeune qui joue au hockey. Donc, c'était quelque chose de spécial cette journée-là aussi. Est-ce que tu te souviens si c'était un peu prévu que tu sois repêché en première ronde aussi haut ou c'était un peu une surprise ou tu étais classé avant le repêchage? J'étais classé, je pense, fin de première ronde, début de deuxième ronde. Donc, je m'étais dit, si je sortais au début de la deuxième ronde, ça allait être très bien. J'avais pas vraiment d'attente. Les Whalers, j'avais jamais parlé, j'avais pas parlé à personne dans l'organisation. Donc, j'ai même pas entendu mon nom quand ils l'ont dit. C'est mon père qui l'avait entendu. Donc, c'était un peu bizarre comme situation. Puis en même temps, cette année-là, il y avait Martin Biron, il y avait Marc Denis, il y avait moi, il y avait Francis Larrivée, je pense qu'il s'était fait drafter. On s'était tout fait repêcher en première ronde où il y avait un autre Dan Cloutier, je crois aussi. En tout cas, on était tous en première ronde. Il y avait beaucoup, beaucoup de gardiens de but. C'était une année vraiment profonde en gardien de but. Donc, c'est comme là, je pense que les équipes, aussitôt qu'il y en a un qui est parti, là, ça allait débouler, puis les autres équipes ont commencé à prendre les gardiens de but. Mais c'est ça, moi j'avais regardé, puis 4 gardiens de but qui ont été repêchés en première ronde. Toi, le premier au 13e place, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Ouais. Puis après ça suit avec Martin Biron. Après ça, tu as un gars de l'Ontario que son nom m'échappe, il a été repêché. Puis après ça, ça a été Marc Denis. Puis c'est quand même cool que vous avez bien le Québec a été bien représenté côté des gardiens de but en première ronde. Puis je sais pas, moi je trouvais ça cool. Puis aussi, dans ce repêchage-là, tu as été le deuxième gardien de but avec le plus de parties jouées après, j'ai de la misère à dire son nom. Mika Kiprusoff. Ouais. Puis, ça, est-ce que c'est le genre de statistiques à la fin de la carrière, tu regardais et tu étais fier des avoirs accomplis ou tu n'étais même pas conscient genre, que c'est arrivé? Ouais, je vais peut-être t'en être plus ou moins conscient. Là, tu viens qu'après, je pense que j'ai 16 saisons là, de jouer. Là. C'est quand même c'est dur à regarder les nombres de matchs que tu joues. Puis je sais que Mika, c'est un excellent gardien de but, un gars qui jouait beaucoup de matchs par saison. Et c'est un gars aussi qui ne s'est pas blessé souvent. Donc, dans ce temps-là, tu mets beaucoup de matchs à ta fiche. Puis, c'est comme tu dis, cette année-là, il y a eu beaucoup, beaucoup de bons gardiens de but. Puis, je pense que une chose que tu es fier en tant que joueur, c'est je me suis fait repêcher en première ronde, oui, mais tu ne veux pas décevoir les gens qui t'ont repêché. Tu ne veux pas décevoir les gens qui t'ont regardé, qui ont dit, OK, lui, il vaut. Puis, dans ce temps-là, comme gardien plus haut, c'est un record. Donc, l'année d'après, je pense que c'est Roberto Luongo, il était sélectionné au 2e ou 3e rang. Là, lui, il avait battu mon record. Mais donc, tu veux prouver aux gens aussi qu'ils avaient raison de te faire confiance. Puis, je pense que j'ai réussi à accomplir ça à la fin de ma carrière. Tu as eu ta chance assez rapidement. Comme j'ai dit tantôt, en 96-97, tu as joué 8 matchs à Hartford. Puis c'est après ça que tu as été renvoyé dans la LHMQ. Est-ce qu'il y avait le nombre de matchs de 9-10 comme aujourd'hui pour brûler une année de contrat, puis c'est pour ça que tu en as joué juste 8? Ou, Non, je pense que les Whalers étaient comme en reconstruction. Et puis pour moi, de rester là, ça faisait pas de sens. On avait une bonne équipe avec les Mooseheads. On avait une chance d'aller très loin. On a perdu un 7e match en finale de conférence. Si on gagnait ce match-là, on allait directement à la Coupe Mémorial. Donc, je pense que ça faisait plus de sens pour moi. Leur gardien de but numéro 1, Sean Burke, dans ce temps-là, c'est lui que j'avais remplacé. Et quand il est revenu au jeu, ça faisait pas de sens vraiment de me garder là pour être sur le banc. Puis, à 19 ans, je vais être bien honnête, j'étais pas prêt à jouer dans la nationale de hockey. Ça a été une belle expérience, j'ai aimé ça, mais je pense que j'étais encore à 175 livres. Quand j'ai commencé vraiment à jouer comme numéro 1, puis à être capable de jouer plusieurs matchs, j'étais rendu à 200-205 livres. Donc, il y a eu une grosse différence. Il a fallu que je grandisse comme individuel, il a fallu que je sois plus fort physiquement, mentalement, pour être capable de subir la Ligue nationale. Et ça a pris 2 puis 3 ans dans la Ligue américaine avant d'être capable de me rendre là. Donc, à 19 ans, là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont prêts à faire face à des joueurs de la nationale de hockey. Mais au final, dans le fond, Hartford, ils ont déménagé en Caroline. Puis tu n'as jamais eu la chance de jouer NHL en Caroline.
puis tu t'es fait échanger aux Flames, c'est ça? Ouais, Oui, aux Flames, oui. Ouais. Est-ce que comment tu l'as pris, toi, de te faire échanger par l'équipe qui t'a repêché puis que tu n'as jamais vraiment eu ta chance? Puis ils t'ont drafté haut, le 13e, puis ils t'ont comme pas laissé ta chance de te développer, puis ils t'ont envoyé ailleurs. C'est-tu un peu une déception de ne pas avoir réussi à te développer avec l'équipe qui t'a repêché? Non, ben j'aurais aimé ça rester avec eux, c'est certain. Mais en même temps, la situation c'est la Caroline rendue là, était qu'il y avait besoin d'un gardien de but numéro 1 prêt. Il avait échangé Chandler qui est en reconstruction. Ils voulaient, eux, commencer du bon pied en Caroline. Donc, ils sont allés chercher un gars du nom de Trevor Kidd. Et il avait besoin de lui, il avait un petit peu plus d'expérience, il était rendu à 25-26 ans, il était prêt à être numéro 1. Donc, pour moi, ça ne faisait pas vraiment une grosse différence. D'être à Calgary, la seule chose, je dois dire, à Calgary, leur système de développement, dans ce temps-là, il était vraiment pourri. Et puis, c'était pas évident. Dans la Ligue américaine, on avait un entraîneur pour toute l'équipe. Il n'y avait pas d'entraîneur de défenseur. Il n'y avait pas d'entraîneur de gardien de but. Il n'y avait personne pour l'aider. Il était tout seul en arrière du banc. Donc, je pense que mais Calgary était dernier dans la Ligue dans ce temps-là. Il était vraiment pourri. Et puis, il y avait la chance de repêcher plein de joueurs dans les premières rondes. On avait plein de talents dans la Ligue américaine, mais on n'avait personne pour nous développer. Donc, c'était comme un petit peu difficile. Ils ont scrappé plein de carrières à cause de ça. Puis, la journée que je me suis fait échanger de Calgary à Anaheim, j'étais tellement content parce que finalement, je pouvais aller à une organisation où il y avait des personnes avec qui travailler. Donc, moi, mon problème, j'avais toujours jamais ça travailler. J'ai toujours travaillé fort dans les pratiques. Mais si j'ai pas de direction, il n'y a personne qui m'aide. C'est pas évident. Des fois, c'est facile de prendre le mauvais chemin, surtout quand tu es jeune. Puis tu te perds un peu là-dedans, tu perds ta confiance et tout ça. Donc, ça a été difficile de ce côté-là, mais ça aurait pu bien fonctionner aussi à Calgary. C'était quand même, tu sais, à part comment ils développaient leurs jeunes, c'était quand même une belle expérience. Mais t'en parles quand même négativement, mais je regarde ça en 97-18 à Calgary, tu as quand même fait la All-Rookie Team de la AHL. Toi et l'autre gardien qui était avec toi avait gagné le meilleur duo du circuit. Tu as fini avec le meilleur pourcentage d'arrêt de la AHL. Fait que pourquoi pour toi ça a été autant négatif au niveau, tu parles du développement de mauvaise façon, mais pourquoi, pour toi, personnellement, ça a super bien été? J'imagine que tu as beaucoup grandi là-dedans quand même, malgré le développement. Oui. C'est sûr que j'ai grandi parce que, après 3 ans dans l'organisation de Calgary, j'étais un meilleur gardien de but, même malgré les défaites que j'ai vécues puis les déceptions. Mais mes derniers 17 matchs que j'ai joués avec les Flames de Saint John, je les ai perdus les 17. Okay. Puis, je pense que j'ai pas fini, je n'ai fini à peu près 6 ou 7 de ces matchs-là. Donc, j'ai commencé, puis je me faisais retirer. T'sais, ça a fini vraiment en queue de poisson. Les Flames, donc, cette année-là, quand ils m'ont échangé, le Craig Button, c'était le directeur général, à sa première journée, la première chose qu'il a fait, c'est m'échanger. Donc, ça devait presser pas mal. Il m'a échangé moi puis Martin Saint-Louis. Je suis pas sûr qu'il a fait un bon mot cette journée-là. Ouais, non. C'est ça, je voulais voir justement. J'étais en train de regarder sur HockeyDB si tu avais joué avec Martin Saint-Louis, puis ça, c'était comment de jouer avec lui? Ah, mais c'est super. Écoute, on est de très bons amis, puis Martin, c'est un compétiteur incroyable. Donc, pour moi, de pouvoir jouer avec, puis de pouvoir compétitionner contre lui dans les pratiques. Moi, j'aime ça compétitionner dans les pratiques, puis d'écœurer les gars, puis s'il marque, ça me fâche, mais si je l'arrête, je vais m'assurer qu'ils sont fâchés aussi. Puis Martin, c'en est un qui est pas mal compétiteur. On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer ensemble. C'est vraiment, une bonne personne, un excellent coéquipier, un gars qui pense pas à lui. Il veut vraiment que tout le monde joue bien, puis il veut que tout le monde se sente bien sur la glace. Puis un gars qui travaille tellement fort. Si vous voyez Martin Saint-Louis, là, c'est pas le plus grand, là, mais le cœur qu'il a, là, c'est énorme. OK. Tu disais tantôt qu'avec les Whalers, tu n'étais pas prêt, tu ne te sentais pas tellement prêt à jouer en NHL, mais c'est à partir de quel moment que tu t'es senti comme que tu avais les capacités pour être un gardien de niveau de la Ligue nationale? Ben, quand je me suis fait échanger en Anaheim, j'ai pris un petit peu ma carrière en main aussi. Je suis allé, je me suis fait échanger. La première journée, François Allard, l'entraîneur des gardiens de but, m'a appelé.
Et je l'ai rencontré 2-3 jours après. C'est un gars qui vient de ma région aussi. Puis on s'est rencontrés comme le 2-3 juillet. Et puis, tout de suite, je me suis senti mieux. Parce que là, tout de suite, j'avais comme une image plus claire de comment que lui voulait que je joue. Puis moi, c'était l'image que je voulais faire. C'est comme ça que je voulais jouer. Donc, pour moi, je savais que ça allait bien fonctionner. Et puis, je vais vous conter une petite anecdote. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent ça. Peut-être une semaine ou deux après, François, il y avait un camp pour les juniors, des juniors gardiens de but. Puis, il dit, gars, viens, c'est un dimanche matin. Viens à l'aréna, tu vas pouvoir faire des démonstrations, montrer aux gars comment on fait ça, puis en même temps, on va pouvoir travailler un peu ensemble. J'ai dit, OK, parfait, pas de trouble. Là, je m'entraînais, mais je pensais que je m'entraînais sérieusement. Tu sais, puis la veille de ce dimanche-là, c'était l'enterrement du garçon à Martin-Saint-Louis. Donc, on est allé fêter un petit peu trop fort, je pense. Puis le lendemain, pensant que ça allait être facile avec François, c'était plutôt le contraire. Une journée, un matin extrêmement difficile. Puis après la pratique, François, il est venu me voir, il dit là, il dit, ça marche pas. Là. Il dit, t'es pas en shape. Si tu penses que t'es capable de jouer dans la nationale avec ce niveau de sérieux-là, c'est impossible. Et là, c'est là que je suis allé rencontrer Stéphane Dubé, mon entraîneur physique. Et avec Stéphane Dubé et François Allaire cet été-là, j'ai pris beaucoup de maturité. Je me suis entraîné plus sérieusement. J'étais plus prêt et j'ai commencé l'année dans la ligne américaine, mais j'étais vraiment, ça a bien parti. Je pense que j'avais gagné mes 6-7 premiers matchs et tout de suite après ça, je me suis fait taper dans la ligne nationale pas longtemps après. Et ensuite, j'ai resté là. Là, je me sentais prêt. Quand je me suis fait appeler, c'était pour rester, j'étais prêt. Donc, ton échange à Anaheim, dans le fond, ça a été un déclic dans ta carrière pour accéder à la Ligue nationale. Oui, ça a été un déclic, aucun doute là-dessus. Si je ne me fais pas échanger à Anaheim, honnêtement, je ne suis pas certain que je me rende dans la Ligue nationale. Donc, pour moi, là, ça a été quelque chose de tu sais, j'aurais pu jouer ici et là. J'aurais peut-être eu une coupe de saison comme un gardien de but auxiliaire, tout ça, mais d'être numéro 1, d'avoir la chance de gagner la Coupe Stanley, de gagner le Conn Smythe. Si je ne rencontre pas François Allaire, c'est impossible que ça arrive. Donc, pour moi, ça a été le déclic, la différence. J'ai toujours voulu travailler fort dans ma carrière. J'ai toujours, moi, embarqué sur une glace, j'ai pas de problème, j'étais à 100% et j'essaie de tout arrêter. Mais, tu sais, de bien travailler fort puis de bien travailler fort, ça, c'est une autre affaire. Donc, tu peux travailler fort, mais si tu le fais tout croche, à un moment donné, c'est pas quelque chose qui va être digne de succès quand tu en as besoin à la fin, dans les séries, un match numéro 7. Si tu as bien travaillé, tu as travaillé bien, mais fort aussi, le match numéro 7 va être facile. Mais si tu as juste travaillé fort et tu n'as pas bien travaillé, le match numéro 7, tu n'as pas de chance de pouvoir avoir du succès. Tu as mentionné Conn Smythe, on va aller fouiller dans une plaie un petit peu. Je ne sais pas si elle est cicatrisée à 100% encore, probablement que la coupe après a aidé. Mais série 2003, tu n'aurais pas pu mieux faire. Puis finalement, tu es le dernier à avoir gagné le Conn Smythe sans avoir gagné la Coupe Stanley. Ça crée cette scène-là, une des photos les plus tristes de l'histoire du hockey. Là, ta réaction, là, on te voit recevoir le Conn Smythe. Dans ta tête, là, à ce moment-là, c'était quoi les mots? Qu'est-ce que tu te disais? Ben, c'est quelque chose, c'est comme, je suis vraiment fier de ce que j'ai fait en 2003, mais il n'y a rien comme gagner la Coupe Stanley. Gagner la Coupe Stanley avec tes chums, c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose que tu rêves quand tu es jeune, quand tu joues dans la rue, c'est la chose que tu veux faire. Mais de gagner le Conn Smythe, je suis arrivé j'étais tout seul sur la glace, mes coéquipiers étaient tous sortis de la glace. Là, j'avais le trophée. Moi, je suis arrivé à côté de la chambre. Je ne peux pas emmener ça dans la chambre. Puis là, je l'ai mis sur la table des trainers. Puis je suis allé dans la chambre. La moitié des gars braillaient. C'est pas quelque chose qui est vraiment satisfaisant. Je pense que si tu le gagnes en ayant gagné la coupe, peut-être un petit peu différent. Mais par contre, je dois dire, en 2003, c'est probablement le meilleur que j'ai joué dans ma carrière. C'est vraiment comme... tantôt, je parlais du travail avec François. Mais on était de l'année 2000 à 2003 à travailler pour ce moment-là. Et François me disait à chaque fois, quand c'était dur, puis quand on travaillait fort dans les pratiques, il dit ça va payer, mais que l'équipe soit prête, toi, tu vas être prêt. Il me disait tout le temps. On était 15e dans la Ligue, dans notre conférence. On était 15e, on était la pire équipe de la Ligue. Mais il dit, quand l'équipe va être prête, toi, tu vas être prêt.
Puis, OK, on va travailler. Même que l'équipe soit prête à gagner la coupe, toi, tu vas être là. Puis, il avait raison. La journée qu'on a fait les séries, moi, j'étais prêt. Physiquement, mentalement, j'avais confiance puis j'avais fait mes devoirs. Puis, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer. C'était quelque chose de super le fun. Ça t'a pris combien de jours, de semaines ou d'années à pouvoir apprécier ce trophée-là à sa juste valeur? Je pense que quand tu prends ta retraite, tu l'apprécies plus. C'est comme quelque chose que tu es vraiment fier. Je suis fier de ça. Cet été-là, je me suis marié pas longtemps après les séries. J'ai emmené le trophée à mon mariage. J'ai pris des photos avec ma famille. Mais ça aurait été pas mal plus fun avec la coupe. On s'entend. C'est pas la même chose. Mais je savais que j'avais fait quelque chose de quand même pas pire, là. Je savais que j'avais fait quelque chose de bien. Je savais que j'avais joué à un niveau qui était vraiment exceptionnel, mais c'était pas le trophée que tu voulais gagner au bout de la ligne. On va en reparler de la fameuse Coupe Stanley, mais avant, j'aimerais ça qu'on fasse un petit saut en Allemagne où tu es allé jouer pendant le lockout. Seulement 6 matchs. Comment tu as vécu ce périple-là j'imagine que c'était surtout pour te garder en forme, là? Ouais, ben c'était pour garder la forme un peu, faire vivre une nouvelle expérience. Puis ça a été difficile, honnêtement. Le niveau de hockey est très bon, mais c'est pas le même niveau que la Ligue nationale de hockey. Les défenseurs, définitivement pas au niveau de la Ligue nationale. Donc, il y a beaucoup d'erreurs en avant de toi. Moi, je suis un gardien de but qui est plus technique. Donc, je me fie beaucoup sur mes défenseurs. Tu sais, on a une façon de jouer, de communiquer ensemble avec les défenseurs. Et puis là, c'était complètement différent. Donc, j'ai eu un petit peu de misère à m'ajuster, malgré que ça n'a pas si mal été. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr que j'étais en assez bonne condition physique pour. Je pense que le lockout, on a eu un petit relâchement, surtout quand ils ont décidé d'annuler la saison. Donc, ça a été difficile d'essayer de. Puis eux étaient à la fin de leur saison. Il restait juste 6 matchs, à peu près 6 matchs. Donc, ça a été difficile pour moi d'essayer de prendre le rythme. Quand je suis arrivé dans les séries, mais là, tout le monde était déjà à un autre niveau. Là, donc, ça n'a pas été facile. Mais une super belle expérience côté individuel. Puis, ben là, parlons-en de la Coupe. Je pense que je pense, en fait, je me trompe peut-être, mais c'est à partir de ce moment-là que tu as peut-être pu apprécier beaucoup plus le Conn Smythe que tu avais eu une couple d'années avant, avec la pression qui s'enlevait sur tes épaules quand tu as enfin soulevé la Coupe. Est-ce que, au moment où tu as gagné la Coupe, est-ce que tu as repensé à ces années-là, à cette année-là de tes séries extraordinaires en disant, OK, là, c'est fait, je peux apprécier ça, tu sais? Ouais, c'est certain parce que pas avoir vécu ça, je ne suis pas certain qu'on aurait gagné la Coupe en 2007. Je pense que tu as besoin de vivre des expériences pour être capable de faire face à d'autres expériences. Puis, jamais j'aurais pensé, quand tu es jeune, tu penses jamais qu'un jour tu vas gagner la Coupe Stanley. Mais jamais j'aurais pensé que j'aurais perdu la Coupe Stanley dans un match numéro 7 contre Martin Brodeur, puis avoir la chance de le regagner 3-4 ans plus tard. Donc, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Puis, tu sais, je savais au début de l'année, cette année-là, en 2006-2007, qu'on avait l'équipe pour gagner. Tout le monde le savait dans l'équipe. Puis, si on prenait soin de nos choses, on jouait comme on était capable, il n'y a pas une équipe qui allait nous battre dans cette ligue-là. Et on a joué de même toute la saison. Ça a été une saison exceptionnelle. On a commencé la saison, je pense, avec 15-16 victoires. Ça a été quelque chose on savait qu'on avait quelque chose de spécial. On avait un bon esprit d'équipe, un mix de vétérans, de jeunes, une équipe vraiment dure à jouer contre. Et l'expérience que j'avais vécue en 2003 m'a vraiment servi parce que c'est pas facile de jouer à une finale. Là. C'est quelque chose, quand tu l'as jamais vécu là, en 2003, Martin Brodeur, il avait beaucoup plus d'expérience que moi. Il avait un avantage énorme sur moi parce qu'il y a beaucoup plus de médias, il y a plus de. Tu sais, ta famille, tes amis te suivent beaucoup plus. Donc, il faut que tu fasses face à ça. Hein. Tu es le gardien de but numéro 1, tu n'as pas le choix de parler aux médias, tu n'as pas le choix t'es l'image, un petit peu l'image de la franchise. Donc, mais Martin Brodeur l'avait déjà vécu. C'est certain que pour lui, c'était moins stressant que moi. En 2007, quand j'ai fait face à Ray Emery, je savais que j'avais un avantage. Je savais à quoi m'attendre, je savais comment ça allait être. Puis Ray Emery, malheureusement, pour lui, il ne savait pas. C'est sûr que je savais que le moins de petites choses que tu dis, le moins de petits gestes que tu fais, tout peut être sous une loupe. Donc, je savais comment faire face à cette pression-là. Tu parlais de l'équipe extraordinaire. Peux-tu nous parler un petit peu des meilleurs joueurs de cette équipe-là? C'était comment de jouer avec ces vedettes qui étaient dans cette équipe-là? Ben, c'est sûr. Écoute, j'avais Scott Niedermayer qui a gagné le Conn Smythe cette année-là, Chris Pronger. C'est deux des meilleurs défenseurs de l'histoire de la nationale de hockey. Ils jouaient 30 minutes par match. Pour moi, là, c'est comme ça rend ma vie pas mal plus facile, on s'entend.
Et puis, on avait Gatslav Perry qui étaient des recrues, des jeunes joueurs exceptionnels. Il y avait beaucoup d'énergie. Il frappait. Teemu Selanne, il avait vraiment faim pour gagner une coupe. Il s'en venait plus à la fin de sa carrière. Et puis, c'est quelque chose qu'il n'avait jamais réussi à faire. Donc, il était vraiment sérieux. Il voulait absolument gagner. Tu joues avec des gars comme ça, c'est quand même assez exceptionnel. Cette Coupe Stanley-là, est-ce que ça l'a facilité ta décision de dire au début de ta dernière saison, après cette saison-là, je prends ma retraite, dans le sens que tu avais pu à vivre avec un petit peu la peur de dire j'aurais peut-être jamais gagné de coupe? Oui, ouais, définitivement, c'est plus facile à dire. OK, là, c'est parce que tu n'as pas ça en tête. Donc, tu ne prends pas ta décision par rapport à ce que tu as gagné ou pas. Il y a d'autres choses qui viennent, comme la famille, puis ton corps qui commence à maganer, des choses comme ça, la fatigue qui s'installe. Mais d'avoir gagné la Coupe, d'avoir eu les expériences que j'ai eues, c'est sûr que ça l'a aidé à prendre ma décision. OK, ben quelqu'un d'autre, allez-y, là, ça fait assez de temps que je parle, moi. Ben, moi, j'allais dire, tu avais le sentiment d'avoir accompli ce que tu avais à accomplir dans la Ligue nationale. Oui, j'ai eu le sentiment que j'ai eu une carrière exceptionnelle. Honnêtement, je ne peux pas être plus fier de ma carrière que j'ai eue. Je pense qu'on s'imagine tous que c'est quelque chose de facile, puis tu te fais repêcher en première ronde, donc tout va bien aller. Mais je me suis rendu compte assez vite que ce n'était pas le cas, puis qu'il fallait performer à tous les jours. Il fallait que tu n'avais jamais ton poste d'acquis. Il y avait toujours quelqu'un, un jeune gardien de but qui me poussait dans le derrière pour prendre ma job. Donc, mais tu sais, au bout de la ligne, à la fin, c'est là que tu te rends compte qu'est-ce que j'ai fait, puis le nombre de saisons que j'ai joué, puis le nombre de matchs que j'ai joué, puis qu'est-ce que j'ai réussi à gagner. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Honnêtement, je suis vraiment fier de qu'est-ce que j'ai fait. Puis après 9 saisons à Anaheim, tu as été finalement échangé vers Toronto. Mais probablement, comment ça s'est passé? Ça faisait 9 ans que tu étais en Californie, tu étais établi là. Puis là, il faut que tu déménages avec toute la famille. Puis tout. Est-ce que tu avais une clause de non-mouvement? Est-ce que tu as eu ton mot à dire? Ça a été comment cet échange-là? Ben, ça a été, c'est moi qui avais demandé l'échange. J'avais perdu ma job de numéro 1 à Anaheim. Et puis, c'était Jonas Hiller là, qui était rendu numéro 1. Donc, je voulais avoir une chance de jouer ailleurs puis essayer de prouver que j'étais encore un gardien de but numéro 1. Et donc, pour moi, de pouvoir jouer pour une équipe originale 6, des Maple Leafs, ça a été vraiment là, quelque chose de super le fun. Une très belle organisation. Ils prennent soin des joueurs. Jouer dans un marché où le hockey est vraiment si important, c'était vraiment quelque chose de le fun. La seule chose, c'est que mon corps, il avait de la misère à suivre. Donc, je me suis blessé. Ma saison complète que j'ai joué là, je me suis blessé, je pense, 5-6 fois. Je jouais 3-4 matchs, je me blessais. Je revenais 3-4 matchs, je me blessais. Donc, c'était vraiment frustrant de ce côté-là. Donc, j'avais essayé de signer là, puis je voulais rester. J'aimais l'expérience. Par contre, je pense qu'il voulait passer à d'autres choses, puis avec raison. Donc, c'est là que je me suis rencontré, je me suis retrouvé au Colorado. Mais ça a été une belle expérience. J'ai adoré ça, honnêtement. C'est vraiment quelque chose de spécial de jouer pour une équipe comme le Canadien de Montréal, Toronto, des choses comme ça. Le hockey est tellement important dans ces villes-là, puis c'est quelque chose de spécial à vivre. Mais si je me trompe pas, Toronto, tu es arrivé dans des années un petit peu plus difficiles, que je pense qu'ils ne faisaient pas les séries à cette époque-là. Ouais, ben, Toronto, les années sont toutes difficiles, à part dernièrement. C'est très difficile. Les 67 dernières. Ouais. Hey, les gars, je veux juste. Il me reste 1% de batterie. Je ne sais pas si je devrais aller chercher mon chargeur. Je ne sais pas si ça fait. Vas-y, aucun problème. Ouais. OK, parce que je suis désolé là, de texter ma femme, mais là, je ne dois pas être impoli. Pas de trouble. Parfait. Il n'y a aucun problème. Ah, non, c'est intéressant de voir tout ça. Hein? Oui. Mais moi où je m'en allais, c'est j'allais demander comment il vivait ça, justement, le transfert d'être un gardien numéro 1 à un gardien numéro 2. Je pense que c'est intéressant parce que mentalement, pour un gardien, on sait que le gardien, c'est terriblement difficile là, pour le mental. Fait que, autant dans un match que tout au long d'une carrière, là, de passer de numéro 1, puis là, maintenant, il faut que tu te rendes à l'évidence de te dire OK, j'ai peut-être plus les capacités physiques d'être un numéro 1. Fait que si ça ne vous dérange pas, je vais poser cette question-là aussitôt qu'il est de retour. Mais j'avais pas fini ma question. OK, oui, c'est vrai. Ouais, tu poseras ta question, puis ensuite, je vais y aller avec la mienne.
Bon, all good. OK, Sauvé. désolé les gars. Fait que c'est ça, où que je m'en allais avec ça, c'est que, tu sais, commencer de passer de Anaheim, que tu as fait les séries pendant une très longue durée, puis là, tu te ramasses à Toronto, que, tu sais, c'était des années plus difficiles. Ben, ça a été une année de misère. Là. J'étais là comme 1 an et demi. La première année, je savais qu'on allait là sans faire les séries. Tu sais, il était déjà éliminé. C'est pour ça qu'il avait changé un paquet de joueurs. Mais la deuxième année, quand j'étais là, mon année complète, on avait quand même beaucoup d'attentes. Puis, tu sais, les gens ils s'attendaient à ce qu'on allait avoir une bonne équipe. Nous autres aussi, on pensait qu'on allait avoir une pas pire équipe. Ça a été une année de misère totale. Pas capable de gagner des matchs. Puis en même temps, moi aussi, qui était gardien de but numéro 1, je n'étais pas capable de jouer plus que 5-6 matchs en ligne, puis je me blessais. Donc, c'était vraiment difficile de ce côté-là. Personnellement, parce que je voulais en donner plus à l'organisation, je trouvais qu'ils nous traitaient tellement bien que tu voulais quand même bien jouer pour eux. Puis, tu sais, à un moment donné, ça prend un petit peu de fierté. Mais ça a été une saison de misère, là, du début jusqu'à la fin. J'en parlais avec les gars pendant que tu courais aller chercher ton chargeur. La job d'un gardien de but, c'est terriblement difficile mentalement. Autant pendant un match que à un moment donné dans ta carrière que tu dois te rendre à l'évidence que tu n'as peut-être plus les capacités physiques pour être un gardien numéro 1, pour goaler 65 games par année comme tu l'as fait. Toi, c'est à quel moment que tu t'es dit, OK, là, il faut que j'accepte mon rôle de numéro 2, puis ça va probablement être ça jusqu'à la fin de ma carrière? Quand je suis allé au Colorado, après ma saison à Toronto, j'étais rendu à 33 ans, je crois. Puis là, j'ai rencontré l'assistant gérant des Leafs. Son nom m'échappe. Et puis, j'ai eu comme une réunion avec. Il me disait, il dit, Jiggy, si tu veux continuer à jouer dans ces ligues-là, il faut que tu acceptes un rôle diminué un peu. Il faut que tu essaies d'aller dans une situation où que tu vas être heureux d'être numéro 2 sans pour autant jouer juste 20 matchs, mais que tu vas être capable d'aider quelqu'un à devenir numéro 1. Et ça, c'était à la fin de la saison. On était rendu au mois d'avril. Et puis, je pense qu'il avait vraiment raison, honnêtement. J'y ai pensé pendant l'été. Et quand que la situation au Colorado est arrivée, où eux, ils avaient échangé pour un gardien de but numéro 1, ils avaient été chercher Simeon Varlamov à Washington, un jeune gardien de but, il avait à peine 22 ans, je crois. Puis ils voulaient l'entourer d'un vétéran qui pourrait l'aider. Puis honnêtement, ça a été ça c'est fait pour moi. Là, c'est la situation que je sais que lui, il va vivre beaucoup de pression. Donc, je vais pouvoir jouer quand même plusieurs matchs. En première saison, je pense que j'ai joué 35-36 matchs. Donc, c'est quand même pas payé. Et puis, je vais pouvoir l'aider en même temps sans vouloir. Là, j'étais heureux d'être numéro 2. Je voulais plus avoir la pression du numéro 1. Mon corps était capable de suivre de toute façon. Fait que j'ai toujours dit à Varley, j'ai dit, Varley, inquiète-toi pas, je suis pas là pour prendre ta job. Ça, je pense que ça peut être sécurisant aussi pour un jeune gardien de but. J'ai dit, c'est toi le numéro 1, puis c'est toi qui vas rester numéro 1. Mais je vais t'aider, puis quand ça va moins bien, je vais essayer de te jouer une coupe de game pour que tu puisses travailler sur ta game à toi, puis on va pouvoir faire un bon duo de gardien de but pour aider l'équipe à gagner. Puis je pense qu'il a apprécié ça parce qu'il ne s'est jamais vraiment senti menacé. On travaillait ensemble, puis s'il faisait des erreurs, j'avais pas peur de l'aider puis d'essayer de l'encourager. C'était un rôle différent, mais c'est un rôle que j'ai vraiment apprécié. Puis tu avais quand même, à tes 3 saisons au Colorado, tu as quand même eu des bonnes stats, là, malgré le fait que tu ne jouais pas autant de matchs qu'avant. Ça, est-ce que tu étais content de finir ta carrière sur une note comme ça, de te dire, je n'étais pas un numéro 1, mais au moins, j'ai aidé un goaler d'une nouvelle génération, d'une génération future à devenir une meilleure personne, un meilleur gardien de but dans la Ligue nationale en l'épaulant de la bonne façon? Oui, c'est ça. Moi, j'étais fier de ça. C'est une belle façon de finir une carrière. Si j'avais voulu être numéro 1 quelque part, je ne pense pas que j'aurais été capable d'avoir une job. Donc, pour moi, de pouvoir jouer un autre 3 ans dans une belle ville comme Denver, en pratiquant un sport que tu aimes, puis en ayant pas mal moins de pression que je n'avais auparavant, mais ça a été quand même quelque chose de super plaisant. Puis, c'est quelque chose un rôle que j'aurais peut-être pas voulu faire toute ma carrière parce que j'avais plus d'ambition que ça. Mais à la fin, comme ça, j'ai apprécié à le faire. Et à Denver, tu as vécu les premières années de Nathan MacKinnon. J'ai vu quelque part que tu l'avais même hébergé. Comment c'était être en quelque sorte le mentor de cette vedette montante? Nathan, ça a été super le fun d'avoir à la maison. C'était
Je savais que c'était ma dernière saison. Lui, c'était sa première. Fait que je trouvais que c'était un bon mix. Il vient de la même ville que ma femme. Il vient d'Halifax. Donc, je pense qu'on avait ça en commun. Ses parents connaissent du monde qui se connaît. Tout le monde se connaît. Là-bas, c'est pas une grosse ville. Donc, c'était comme un bon fit, mettons. Et puis, je pense qu'en ayant 3 garçons à la maison, eux, ils recherchaient une famille pour un gars comme lui, comme pour qu'il y ait une ambiance familiale un peu, qui sont un petit peu comme à la maison. Donc, ça a été une belle expérience. Nous autres, on a super aimé ça. Je pense que Nate aussi a aimé ça. J'ai pas essayé d'être son père, par contre, pour moi, on était des coéquipiers, on était des... donc, je ne checkais pas à quelle heure il arrivait, puis à quelle heure il sortait, puis qu'est-ce qu'il faisait. Il y avait une porte pour lui, pour la maison séparée, donc il pouvait faire ce qu'il voulait. C'est sûr que en étant un vétéran, on a toujours des discussions dans l'auto quand on s'en va à l'avion, tout ça, on parle de choses. J'essaie de l'aider, il y a plein de questions. Il a 18 ans, il n'a jamais vécu beaucoup de choses. Donc, pour lui, c'est sûr qu'au début, il y a plein de questions. Moi, je suis là pour l'aider, mais je n'étais pas là pour être son père. J'aurais jamais voulu ça. Puis, je pense que de ce côté-là, ça a été plus facile pour lui. Je pense qu'il a apprécié ça. Il a déjà son père. Il y en a déjà un père. Puis, deuxièmement, ça a été plus facile pour lui de se sentir à l'aise chez nous. Puis pour moi, mais je voulais pas, j'avais déjà 3 garçons à la maison, je n'en cherchais pas un 4e. Donc, juste d'avoir un coéquipier qui restait chez nous, c'était bien correct. On pouvait faire des activités ensemble. Mais en général, quand j'étais à la maison, moi, j'étais occupé avec mes gars, puis lui, il faisait ses choses à lui. C'était vraiment une belle expérience. Mais là, la question sur Nathan, autre que les annonces du Tim Hortons, est-ce qu'il parle français? Zéro. Je parle zéro français. Moi, ma question, c'était, j'ai toujours été curieux par rapport au fameux changement d'équipement chez les gardiens de la Ligue nationale. C'est un sujet qui revient chaque une couple d'années là, aux années. Comment, toi, tu l'as vécu? As-tu eu à faire des gros changements du côté de ton équipement au fil des années de ta carrière? Pas des gros changements. Puis je pense que la Ligue nationale, ils ont toujours fait la chose comme il faut. Ils ont toujours, ils sont toujours, ils ont toujours demandé aux gardiens de but qu'est-ce qu'on pensait, puis comment on voyait ça. Puis on avait toujours des gardiens de but qui faisaient partie du processus. Okay? Pourquoi qu'on veut garder telle pièce d'équipement, pourquoi on veut cette grosseur-là. Puis ils nous ont quand même toujours écoutés. C'est certain, moi j'ai toujours dit, si tu me donnes 12 pouces, je vais prendre 12 pouces. Je ne prendrai pas 11 pouces et demi, je vais prendre 12 pouces. J'ai toujours pris le maximum, qu'est-ce qu'il me donnait, qu'est-ce que j'avais le droit. Mais j'ai jamais, généralement parlant, quand ils réduisaient l'équipement, ça nous aidait un peu, puis ça nous donnait toujours un petit peu plus de vitesse. C'était toujours plus facile de bouger, toujours plus facile, on était plus rapide, l'équipement était plus léger. Donc, tu sais, de ce côté-là, souvent, ils voulaient diminuer pour aider, pour avoir plus de buts, puis finalement, on était meilleur parce qu'on était plus rapide. Donc, c'était pas toujours facile du côté du national de hockey, mais je pense qu'ils ont quand même bien fait ça, puis ils écoutaient toujours. Si on avait que... Moi, je jouais d'une façon bien différente, puis qu'est-ce que je leur expliquais souvent, c'est qu'il faut que mon équipement matche ma façon de jouer. Donc, il faut que j'aie de la protection ou que je suis exposé quand je joue d'une certaine façon. Et puis, il n'y avait pas grand gardien de but qui jouait vraiment comme moi exactement. Puis, c'est sûr qu'il y a des choses qui les achalaient un petit peu, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose. C'était de la protection, plus ou moins. Donc, souvent, j'ai été reconnu comme un gardien de but qui avait un équipement qui était gros. Ça, je sais, tout le monde m'en parle. À chaque fois que je fais une entrevue, j'en parle. Puis, c'est pas quelque chose qui m'achale parce que je sais, j'ai été checké là, tellement souvent. Après les parties, ils venaient me chercher, ils mesuraient mon équipement. Ah ouais. C'est sûr que j'avais de l'air gros dans le filet. C'est parce que je jouais d'une façon où j'étais gros. J'avais de l'air gros, j'étais toujours en bonne position. C'était ça ma technique, j'étais agressif. Donc, quand que j'étais à mon meilleur, j'étais dans ma zone, dans ma game, c'est sûr que j'avais de l'air gros. La façon dont je jouais, que c'était comme ça. Donc, mais en général, je pense que la Ligue nationale, ils ont toujours bien fait le processus de réduire l'équipement. Comme Zach a dit tantôt, on a reçu Stéphane Robida il y a une couple de jours, puis il nous parlait du genre de hockey qui se jouait avant le lockout et après le lockout. C'est avant le lockout avec l'accrochage notamment, tout ça. Toi, lui, il a dit que ça l'avait beaucoup aidé dans sa carrière, là, le fait que les défenseurs, après le lockout, ben, ça pouvait être plus petit. Les gros défenseurs étaient peut-être moins avantagés. Toi, est-ce que tu l'as beaucoup vu dans le jeu qui se passait devant toi? Parce que toi, c'est sûr qu'en tant que gardien, tu as la meilleure vision pour observer ces changements-là.
Ouais, c'est certain que je l'ai vu. Écoute, c'était juste beaucoup plus rapide. Tout était plus rapide. Il y avait plus tu sais, des jeux qui passaient à travers la zone, des passes qui passaient à travers la zone, des joueurs qui coupaient au filet aussi. Donc, il y avait beaucoup de jeux au filet où ça finissait avec la rapidité au filet. Donc, ça, je l'ai vécu parce que les gars ne pouvaient pas arrêter, retenir le gars, tout ça. Mais c'était pour le mieux. Honnêtement, le hockey était beaucoup plus fun à jouer puis beaucoup plus fun à regarder aussi, parce qu'au-delà d'être joueur de hockey, j'étais aussi un fan de hockey. Donc, je comprenais qu'il fallait qu'il y ait plus de buts. J'étais 100% d'accord. Il faut avoir plus de buts, même si je suis gardien de but. Je vais vous dire, ça prend plus de buts pour que ça soit plus intéressant, parce que on est là pour donner un show au bout de la ligne. Donc, quand c'est les matchs finissent 1-0, 2-1, c'est plus ou moins intéressant. Donc, je pense que ça l'a de beaucoup augmenté le niveau de jeu. Les défenseurs étaient beaucoup plus mobiles. Des gars qui sont capables de patiner, qui sont capables d'aller à l'attaque. Je dirais, mes 3 dernières années au Colorado, là, c'était vraiment... c'est là que j'ai encore plus de vitesse. Les gars, c'était tout le temps à l'attaque. Puis ma dernière année avec Patrick Roy comme entraîneur, écoute, les défenseurs, c'était à peine s'ils jouaient à la défense. C'était tout le temps, les gars, ils suivaient toujours l'attaque. C'était plus risqué pour moi, mais c'était le fun à regarder. C'était le fun de se dire, OK, excitant, il y avait des chances de marquer des deux côtés. C'est ça qu'on veut voir au bout de la ligne. Est-ce que tu en regardes encore beaucoup de hockey? On s'entend que ces temps-ci, probablement pas, là. Mais dans les dernières années, après ta retraite, c'est quelque chose qui t'a aidé un petit peu à être bien dans ta retraite, de pouvoir regarder du hockey? Ben, avec ma job d'analyste à TVA Sport, Ouais, c'est. donc j'ai pas le choix de regarder des matchs. Je pense que si c'était pas de ça, je ne regarderais pas tant que ça, honnêtement. OK. Mais pas parce que c'est juste qu'il n'y a peut-être pas d'intérêt à la maison. Ma femme n'avait peut-être pas écouté ça. Les enfants, ils ont peut-être d'autres choses à faire. Puis le fait que je suis à l'aréna quasiment tous les jours avec mes garçons. Donc, à un moment donné, je viens tanner du hockey un peu. Mais quand il arrive les séries, c'est certain que, écoute, le hockey est tellement excitant. Ça, c'est comme j'aime ça aller travailler dans ce temps-là parce que je peux regarder les matchs puis vraiment comme apprécier le niveau de jeu qu'il y a présentement dans le national. Ben, parlons-en de la job à TVA Sport. C'est venu quand? C'est venu comment cette offre-là? Ben, c'est venu à ma retraite. Là, j'étais pas mal bon ami avec Éric Fichaud, qui travaille à TVA. Puis, je pense que eux, quand un joueur prend sa retraite, automatiquement, que ce soit TVA ou RDS, je pense qu'ils essaient le joueur, ils essaient de voir le type d'intérêt, ça te tente de faire ça. Ils aiment ça avoir des gars qui viennent de prendre leur retraite parce que eux, ils connaissent tous les joueurs qui jouent, ils savent qu'est-ce qui se passe dans la chambre. On a beau, mettons, tu peux engager un journaliste ou des choses comme ça, ils savent pas dans la chambre qu'est-ce qui se passe. Quand que les journalistes sont dans la chambre, les gars, qu'est-ce qui se passe dans la chambre, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe quand les journalistes sont pas là. Donc, c'est le genre d'histoire que TVA veulent avoir. Ils veulent avoir qu'est-ce que vous vous dites dans la chambre, qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est juste les gars qui ont joué la game qui peuvent vraiment avoir, comme vraiment en tête, là, exactement dire qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là. Donc, c'est pour ça qu'ils ont de l'intérêt envers les anciens joueurs. Et je l'ai essayé, puis j'ai aimé ça. Je trouvais le fun, ça me gardait dans le hockey. Ça a été dur au début. Là. Mon français n'était pas très, très bon. Encore pas très bon, mais au moins un petit peu meilleur. Mais ça a été quand même une belle expérience. Mais, je le fais une fois par semaine. Je ne veux pas trop en faire, mais j'aime assez de faire pour continuer à le faire. Tu t'es fait approcher par TVA, mais par curiosité, RDS, y avait-tu montré de l'intérêt ou c'est vraiment ils n'ont pas montré d'intérêt, mais c'est juste parce que je suis allé tout de suite à TVA. Donc, c'est pas, je ne sais pas s'ils auraient voulu ou si ça aurait été une possibilité. Ça s'est juste à donner que TVA m'ont appelé. J'ai dit, OK, ouais, je vais aller essayer. Puis, ça a été vraiment une belle expérience. Revenons un petit peu à la LHMQ. Toi, tu as vécu des bons moments, tu en as parlé. C'est probablement dans les plus belles années de ta vie. Il y a beaucoup de joueurs juniors qui reviennent là-dessus. Toi, quand tu as été repêché, aujourd'hui, on parle souvent des gars qui choisissent un peu leur équipe. Pour toi, c'est quelque chose qui était complètement hors de question, puis tu serais allé où tu étais repêché? Oui, moi, j'avais pas l'intention d'aller jouer aux États-Unis ou NCAA, quelque chose comme ça. Moi, c'était mon frère, mon grand frère avait joué à Saint-Jean, les Castors de Saint-Jean dans le temps. Et puis, pour moi, je voulais jouer dans le junior majeur. Donc, n'importe quelle équipe, j'étais partant. Là. Moi, j'ai toujours été prêt à une aventure. Vivre loin de la maison, c'était pas un problème. Donc,
J'apprécie pas vraiment quand les gens ils utilisent ça pour essayer de rester à la maison ou jouer pour l'équipe locale. Je trouve que les clubs juniors majeurs du Québec, ils font vraiment une bonne job pour développer les jeunes. Je dirais que 90% des clubs ont des beaux programmes. Ils prennent soin de leurs joueurs. Ils s'assurent que les gars vont à l'école et tout. Donc, moi, là, je pense pas que c'est la chose à faire de dire mon jeune, il ira pas là parce que je veux pas qu'il aille là, il c'est trop loin ou quoi que ce soit. Je pense que c'est le genre de jeune que je voudrais peut-être pas avoir dans mon équipe, moi, personnellement. Parce que ça me dit peut-être qu'il manque de caractère si il faut que les parents s'en mêlent. À un moment donné, il faut décrocher, il faut être capable de vivre à l'aventure, puis on verra ce qui arrivera. Mais j'ai de la misère un petit peu avec ça. Puis tu penses-tu que c'est quelque chose que même les équipes au niveau de la Ligue nationale au repêchage voient, tu sais, de dire OK, ce gars-là voulait tant rester chez eux, est-ce qu'il y a le caractère pour venir jouer chez nous? C'est possible, c'est possible. Ben, c'est certain que du draft junior au draft national, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Puis, je pense que c'est peut-être pas une grosse chose qui va jouer pour ou contre le joueur rendu là. Est-ce que toi, tu as eu ta job à TVA Sport, tu aimes ça de temps en temps. Est-ce que une job dans une équipe de hockey de la LNH ou même de la LHMQ, ou c'est quelque chose qui t'intéresse éventuellement? Euh, euh, Honnêtement, c'est une bonne question. Je suis propriétaire de l'Armada ici à Mainville. Puis, propriétaire, actionnaire. Puis, j'ai à peine le temps d'y aller. Comme j'aimerais ça pouvoir avoir plus de temps, mais je suis jamais là les fins de semaine. Mes enfants, ils jouent, tout ça. Donc, j'ai pas trop l'opportunité d'y aller. J'ai eu des offres dans la Ligue nationale, puis ça m'intéressait pas dans le temps. Et puis, après 5-6 ans de ne pas être dans le hockey change, j'évolue pareil. 5-6 ans, la game, elle a changé beaucoup depuis que j'ai pris ma retraite déjà. Donc, les gens t'oublient aussi. Puis c'est correct. Là. Je pense pas que je voudrais une job nationale. Je pense pas retourner dans cette beat-là où tu n'as pas de vie pendant 9-10 mois. Là, ça me tenterait pas vraiment. OK. Ouais, vas-y, LT. Ben, ouais, je vais retourner un peu en arrière parce que là, ça m'est resté dans la tête. Dans ta dernière saison avec l'Avalanche, tu as eu Patrick Roy comme entraîneur. On le sait, Patrick, en arrière d'un banc, c'est un homme d'émotion. Comment ça a été ton expérience avec Patrick? Ça a été une super belle expérience avec Patrick. Ça faisait du bien d'avoir un jeune entraîneur, quelqu'un de la nouvelle âge, quelqu'un qui voulait que les gars, tantôt je disais, les défenseurs allaient à l'attaque beaucoup. Mais ça faisait du bien de jouer comme ça, pas jouer la trappe ou des systèmes défensifs. Où les gars, il n'y a personne qui s'amuse. Avec Patrick, honnêtement, sa première année, la seule année que j'étais là avec lui, moi, les gars, il y avait du foot à jouer. Il y avait de la liberté d'aller à l'attaque. On avait de la liberté de jouer au hockey puis d'utiliser notre talent. Je parle des joueurs d'avant, plus que des gardiens de but, mais les gars pouvaient utiliser leur talent, pouvaient être créatifs, tout ça. Puis ça, c'est ça que les gars, ils veulent. C'est ça que les gars demandent depuis des années. Arrêtez de nous donner des systèmes où il faut rester défensif, puis on joue des 1-3-1 ou des choses qui n'ont pas de bon sens. C'est anti-hockey. Donc, avec Patrick, ça a été vraiment un vent de fraîcheur. Puis, je vais dire, il est émotionnel, Patrick, mais pendant la saison, il n'a pas vraiment été émotionnel. C'est toujours du positif. Il était vraiment en arrière du banc, là, quelque chose de le fun à avoir. Je m'attendais à comme payer quelqu'un qui n'avait pas arrêté de crier. Puis finalement, c'était pas ça. C'était quelqu'un de. Vraiment, il se contrôlait puis il était positif tout le temps. Pas l'image que j'aurais pensé. Donc, je pense que. Excuse LT, mais je pense que l'année que tu as joué sous ses ordres, c'est pas l'année qui a arraché la bande, qui voulait se pogner avec le coach de l'autre équipe. J'imagine que c'est pas cette année-là. Ouais, c'était le premier match. Ouais. Le premier match. Mais ça c'est Patrick qui était un peu. Je pense qu'il voulait montrer aux joueurs, anyway, parce que les joueurs avant, l'entraîneur qu'on avait eu les 2-3 années avant Patrick, c'était un entraîneur que les joueurs n'aimaient pas du tout. Puis, je pense que Patrick voulait montrer aux gars qu'il était en arrière des joueurs puis qu'il allait tout faire pour ses joueurs. Puis, on était une gang, on était ensemble. Puis, c'est quelque chose, c'est un petit peu
un petit peu du théâtre, là, puis c'était peut-être pas planifié, mais plus ou moins planifié. Mais c'est quelque chose que les gars, ça a comme parti de la saison du bon pied. Puis, on a eu vraiment une super belle saison cette année-là. Ouais, j'avais une question. Ah oui, ouais, mais ça m'est revenu, ça m'est parti, c'est revenu. Patrick étant un ancien gardien de la Ligue, est-ce qu'il venait te voir des fois pour parler puis te donner des conseils ou il se concentrait vraiment sur la job d'entraîneur-chef puis il laissait ça, la job à l'entraîneur des gardiens dans le temps avec l'Avalanche? Ouais, ben il laissait ça à l'entraîneur de gardien, plus ou moins. Là. Il venait nous voir des fois de temps en temps, mais c'était François Allaire, mon entraîneur que j'ai eu à Anaheim et à Toronto aussi. Il est arrivé avec Patrick, c'était un bon ami. Il a coaché Patrick aussi à Montréal. Donc, quand Patrick a eu sa job au Colorado, il a appelé François. Donc, François est venu. Donc, cette année-là, on a travaillé, moi, François, puis Simeon Valdamar, ensemble. Et Patrick, il nous laissait travailler, honnêtement. Il y avait assez de choses à contrôler avec les joueurs d'avant et les défenseurs. Donc, il n'y avait pas à s'inquiéter. Et surtout que vers la mort, il y a eu une saison exceptionnelle cette année-là. Donc, il n'y avait pas à s'inquiéter de ses gardiens de but. Ça m'intéresse toujours de savoir des questions du genre quel joueur est le plus difficile à affronter, quel joueur dans ton équipe que tu aimais le mieux avoir de ton côté. Donc, une question par rapport à ça. Quel joueur que tu détestais le plus avoir devant toi? Tu sais, une petite peste là, devant le filet. Là. Y en a-tu un en particulier que tu te dis, lui, quand il arrivait, tu n'aimais pas ça? J'en ai eu plusieurs. Il y a eu Ryan Smith, qui était à Edmonton. Ouais. J'ai eu plusieurs altercations avec lui. Il y a Steve Ott aussi, qui était une peste aussi, qui jouait à Dallas. Lui aussi, il m'achalait pas mal. Sinon, des gars que j'aimais pas jouer contre, mais qui marquaient. Daniel Brière, il a marqué à tous les matchs que je jouais contre moi. Puis souvent, c'était plus qu'un but. Ça a commencé mes années juniors quand il jouait à Drummondville. Il marquait 2-3 buts par match à chaque fois. Et je me souviens, dans la nationale, je n'ai pas joué contre lui souvent parce qu'il était dans l'Est, moi j'étais dans l'Ouest la majorité de notre carrière. Mais il marquait tout le temps contre moi, tout le temps. C'était inévitable. Une fois, je me souviens, on jouait, que j'étais à Lévis, je crois, puis on était à Philadelphie. On menait le match et il restait comme, mettons, 10 secondes. Puis là, j'ai dit, c'est incroyable, il n'a pas marqué contre moi encore. Puis il a marqué un but, là. C'est une affaire, là, ça n'avait pas de sens. Il restait comme 3 secondes après. Il savait, Daniel, qu'il marquait toujours contre moi. Puis je me souviendrai toujours de son sourire quand il a marqué. Le but ne voulait rien dire. Le match était fini. On avait gagné pareil. Mais juste le fait qu'il avait marqué, ça venu me chercher. C'était quelque chose. Mais Daniel Brière, c'est inévitable à chaque moment. Puis, tu as eu des excellents défenseurs devant toi, on en a parlé tantôt. Si tu en avais un à choisir que tu veux dans ton équipe en série quand tu y vas pour la Coupe, ça serait lequel? C'est certain, Scott Niedermayer, c'était le meilleur joueur avec qui j'ai joué. C'est un gars qui, la façon dont il patinait, dont il voyait le jeu, il pouvait passer 40 minutes sur la glace par match et pas être fatigué. Et puis, c'est le gars qui a gagné partout où il s'est allé. Il a gagné, que ce soit les Olympiques, le Championnat du monde, la Coupe de Montréal. Il a gagné 3 Coupes Stanley ou 4, je ne sais plus, là, mais c'est un gars qui a tout gagné. C'est une personne exceptionnelle. Si j'ai un joueur, un défenseur à choisir, malgré tous les défenseurs avec qui j'ai joué, j'en ai joué avec des très, très bons, là, mais Scott Niedermayer serait le joueur que je choisirais. Puis si je te pose la même question, mais du côté d'un attaquant? Wow, c'est des bonnes questions, là. C'est sûr que Ryan Getzlaf, c'est un joueur exceptionnel, un gars qui est capable de tout faire sur la glace. Un gars comme Paul Kariya, c'est un joueur, c'est exceptionnel comme joueur. Là, quand j'ai joué avec, j'étais plus jeune, mais c'était pas. J'ai joué une fois contre lui et Teemu Selanne quand ils étaient comme à leur meilleur là, ensemble. C'était l'enfer. C'était une soirée d'enfer. Il était partout sur la glace. Donc, Paul Kariya, c'est tout qu'un joueur de hockey. C'est sûr que Teemu Selanne, quand même un gars qui
un coéquipier hors pair, un gars qui est super le fun à jouer avec. Tu as beaucoup de talent. Nathan McKinnon, on sait qu'est-ce qu'il est capable de faire. Gabriel Landeskog, qui est le capitaine de l'Avalanche, c'est un gars qui a tellement de caractère. J'ai joué avec plein de bons joueurs, puis honnêtement, je les voudrais tous dans mon équipe parce qu'on aurait une excellente équipe. Ça serait le fun, mais c'est impossible. C'est ça qui est le fun au courant de 16 saisons. Tu peux vraiment comme rencontrer plein de gars, puis tu joues avec des gars qui sont proches de leur retraite. Tu joues avec des gars que. J'ai joué avec un gars comme Adam Oates. J'ai joué avec pendant un an. Mais Adam Oates, c'est tout qu'un passeur. C'est un des meilleurs passeurs de l'histoire nationale de hockey. Qu'est-ce qu'il faisait comme elle? Il était à la fin de sa carrière. J'ai pas pu l'apprécier quand il était à son meilleur, mais j'imagine qu'à son meilleur, il devait être tout qu'un joueur de hockey. Puis, dernière question de ce type-là. Le gardien qui t'a le plus impressionné dans un match dans lequel tu étais gardien puis que le gardien de l'autre bord a joué un match incroyable? Là? Ça, c'est des bonnes questions. Écoute, des gardiens incroyables, il y en a tellement. Moi, j'aimais bien des gardiens qui étaient comme techniquement bons. Je suis un gars qui est technique, donc les gars qui avaient comme une bonne technique, ils venaient me chercher plus. C'est sûr que comme quand je jouais contre Martin Brodeur, tu es impressionné, c'est Martin Brodeur. C'est le meilleur de tous les temps. Mais il venait pas me chercher autant parce que j'aimais pas vraiment de la façon dont il jouait. Ça copiait pas moi. Mais des gars, mettons, que j'aimais, Patrick Roy, c'est un gars qui est plus technique. C'est que quand tu jouais contre lui, c'était un petit peu intimidant, ça c'est certain. J'essaie de penser à des noms là, pour vous autres. Là, c'est pas. C'est une bonne question. Il y en a eu des bons, des gars comme Carey Price. C'est des gars que tu peux pas vraiment te permettre de faire d'erreurs parce qu'ils font pas beaucoup d'erreurs dans leur jeu. Il faut vraiment, comme techniquement, tu sois super alerte, super fort, parce que tu sais que lui, il ne donnera pas un mauvais but, il ne donnera pas un cadeau à ton équipe. Donc, c'est des gars qui ne sont pas faciles. Il y en avait un, je ne me souviens plus de son nom, et il jouait au Minnesota, puis lui je l'adorais. Quand on jouait contre lui, il a eu une très belle carrière. C'est un Suédois, je crois, mais Backstrom, je me souviens plus de son nom, malheureusement. Mais lui, j'aimais ça. Ouais, Backstrom, exactement. Puis lui, là, honnêtement, c'était un gardien de but, là, quand je jouais contre lui, je me sentais toujours, il fallait que je sois à mon meilleur pour être capable de le battre. J'ai dit que c'était ma dernière, mais j'ai pensé à une autre entre-temps. En ce moment, là, en date d'aujourd'hui, c'est lequel le gardien qu'une équipe ne doit pas vouloir affronter dans la Ligue nationale? C'est qui le meilleur gardien? Je sais que vous voulez tous que je dise Carey Price. Ah non, non, pas tant que ça. Je n'irai pas de ce côté-là. Non, écoute, le meilleur, c'est dur à dire, hein, parce que j'ai pas joué contre la plupart des gars qui sont dans les environnements, les jeunes vedettes. Hellebuck, qui est à Winnipeg, lui, je l'aime. J'aime sa façon de jouer. Je trouve qu'il est techniquement très aligné. Je trouve qu'il fait vraiment une bonne job de ce côté-là. Matt Murray à Pittsburgh, il a peut-être eu une coupe de saison plus difficile, mais il a quand même gagné 2 coupes Stanley. Il ne faut jamais penser que ça ne pèse pas dans la balance. Quelqu'un qui a gagné 2 coupes Stanley, ça veut dire qu'il est capable de subir la pression. Puis quand le moment il est important, il est capable de monter son niveau d'un cran. Donc, c'est un genre de gardien de but qui me ferait peur, moi, dans une série comme on risque d'avoir Canadien-Pittsburgh. Matt Murray, je pense qu'il pourrait être difficile à battre. C'est certain que Carey Price, s'il il est dans sa zone, un gardien difficile à battre aussi, c'est un gars qui est capable de faire la job. Il reste à voir s'il va être dans sa zone ou pas, ça, on ne sait pas. Mais il y a plusieurs bons gardiens de but. Écoute, on pourrait faire le tour, puis je pense que la qualité nationale est à son plus haut niveau que ça n'a jamais été, puis ça va continuer à augmenter. Parce que les gars sont bien entraînés, il y a des bons entraîneurs de gardiens de but à travers le monde, soit aux États-Unis, en Europe, en Finlande, il y a des très bons gardiens de but. Au Québec encore, il y en a des bons. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. Et l'équipement, elle est tellement meilleure qu'elle était il y a peut-être 30 ans. L'équipement, elle a beaucoup changé. Et l'équipement fait en sorte que chaque gardien a son style, puis chaque style a un équipement pour le gardien. Donc, c'est important d'avoir le bon équipement pour toi, pour la façon dont tu veux jouer. C'est pour un autre genre de style, la rondelle, elle va remplir des façons qui sont pas bien. C'est que tu n'aimeras pas, elle va passer en dessous de tes pads, elle va passer à travers tes jambes.
Donc, c'est important d'avoir l'équipement qui fit comment toi tu veux jouer. Mais là, à cette heure, avec qu'est-ce qu'il y a sur le marché, je pense qu'il y a moyen de faire ça aussi. Puis Max, il a dit que c'était la dernière question de ce type, mais moi j'en ai une. C'est quel joueur que tu as soit joué avec ou joué contre qui t'a inspiré le plus, que tu regardais de haut, là? De haut, wow, OK, ça, c'est une bonne question. Ça revient toujours au même joueur au bout de la ligne. Scott Niedermayer, c'est le joueur que je respecte le plus avec qui j'ai joué parce que tu peux pas être en respect envers quelqu'un qui a autant gagné. Puis moi, j'ai eu la chance de jouer avec en 2004, je crois, dans le championnat du monde. Puis on a gagné la médaille d'or, puis c'était lui le capitaine, puis c'est comme tout ce qu'il fait, c'est impressionnant. C'est pas mêlant. Donc, pour moi, c'est ce genre de joueur-là qui fait en sorte que je suis comme wow, ça, c'est tout qu'un pro, tout qu'un joueur de hockey, toute une personne, un bon père de famille, un bon mari. Tu fais tout de bien, puis pour moi, c'est le genre de personne que je voudrais être ou que je veux être. OK. Puis est-ce que tu es encore en contact avec les joueurs de l'édition qui a gagné la Coupe Stanley avec toi? Oui, régulièrement. On est en contact. On fait une promotion ensemble à toutes les années, quasiment à tous les 2 ans. On fait des choses. Dernièrement, on a fait un genre de party Zoom ou c'était pas Zoom, on n'était pas sur vidéo, mais on était sur texto. On écoutait les matchs. Les matchs, ils jouaient parce que comme en Californie, comme ici, il n'y a pas d'événement en direct. Donc, ils font jouer des vieux matchs, des choses comme ça. Donc, en Californie, c'était notre série qui jouait à la télévision là-bas. Donc, on écoutait ça ensemble en équipe, puis c'était pas mal de fun. Bon, moi j'ai plus de questions, les boys. Moi, je pense que ça fait le tour aussi pour mes questions. Je ne sais pas si LT, tu avais un mot de la fin. Je pense que j'avais une question, mais elle m'est sortie de la tête. Donc, je pense qu'on peut faire un wrap-up pour cette émission. Donc, merci à tous d'avoir écouté cette émission. Merci à toi, Jean-Sébastien, d'y avoir participé. C'est très généreux de nous donner 1 heure de temps. Merci les boys pour les bonnes questions. Merci pour les bonnes réponses. Avec votre podcast. Ouais. Ça fait plaisir. Alors, merci beaucoup, les gars. Merci à toi. Salut.